Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans l'émission Le Déshonneur. On revient ce soir sur un événement d'une extrême violence, un massacre perpétré par l'armée coloniale française un certain 8 février 1958 et qui scellera entre le peuple algérien et le peuple tunisien un lien fraternel, indéfectible, mais surtout un destin commun de lutte contre les impérialismes sauvages. Alors c'était un samedi, jour de marché, dans la petite ville frontalière de Sarriette Sidi Youssef. Et à partir de 10 h du matin, l'armée coloniale française, prétextant vouloir attaquer un camp militaire du FLN, va bombarder pendant près d'une heure cette petite localité à l'aide de 25 avions, dont 11 bombardiers B-26. Des tonnes de bombes sont larguées, plus de 80 personnes sont tuées, dont une quinzaine d'enfants et une vingtaine de femmes également, sans parler des blessés à des degrés différents. L'affaire est portée par la Tunisie devant le Conseil de sécurité de l'ONU. La France pousse à ce moment même l'arrogance jusqu'à se plaindre d'une ingérence tunisienne dans le conflit en Algérie. Et c'est là l'un des faits les plus marquants de l'internationalisation de la guerre de libération nationale. L'opinion internationale va découvrir en effet la barbarie de la France coloniale et qui s'est toujours enorgueillie des valeurs d'humanité, de justice. Les bombardements de Sarriette Sidi Youssef ne sont pas non plus étrangers au renversement d'une 4e République vacillante en France. Voilà donc la thématique que nous allons développer avec mes invités ce soir, que je vous présente tout de suite. Alors j'ai avec moi bien sûr le plaisir d'avoir Maître Fatma Zahra Benbrahim. Vous êtes avocate, vous êtes spécialisée dans le droit, dans l'histoire. Merci Madame d'être avec nous. Je vous remercie. Merci. Également avec nous, professeur Mostafa Khiyati, vous êtes médecin, vous êtes chercheur également, vous êtes auteur de plusieurs ouvrages. Merci Monsieur Khiyati d'être avec nous. Merci de l'invitation et bonsoir. C'est moi. Et puis nous avons également le plaisir d'avoir Boukhalifa Hamazit, vous êtes journaliste, scénariste spécialisé dans l'histoire de l'Algérie en particulier. Merci Monsieur Hamazit d'être avec nous également. Et puis Amir Nebesh pour m'accompagner dans cette émission. Amir, bonsoir. Vous nous présenterez également tout au long de cette émission des capsules et des documents historiques concernant les thématiques, cette thématique que nous avons choisie ce soir. Bonsoir Amir. Bonsoir Zohar, bonsoir à nos invités, bonsoir à nos téléspectateurs. Le bombardement de Sarriette Sidi Youssef est sans doute l'expression majeure de la folie criminelle coloniale. La France coloniale avait perdu son honneur en s'attaquant à des civils innocents. L'aviation française va cibler et attaquer un hôpital, une école, un bus, mais également un marché hebdomadaire et pire encore, la délégation du Croissant Rouge et de la Croix-Rouge. Les bombardements de Sarriette Sidi Youssef, c'est une violation du droit humanitaire international et une violation du droit international, carrément. On regarde ensemble, Zohar. Le 8 février 1958, à 10 h du matin, ce petit village tunisien a été l'objet d'une agression soudaine. 25 avions, bombardiers et chasseurs ont soumis par vagues successives l'agglomération et ses environs immédiats à un bombardement massif par bombes et roquettes et au feu nourri de leurs mitrailleuses. Ce ne sont pas là les images d'un simple reporter de guerre venu rendre compte de l'attaque d'un village. Dans ces travelling chaotiques, derrière cette caméra qui balaie le spectacle d'une sombre catastrophe, se cache le début d'une révolte. La prise de conscience d'une réalité qui pousserait bientôt l'homme derrière l'objectif à rejoindre les maquis algériens. C'est là que j'ai filmé
le jour du bombardement de Sakiet Sidi Youssef, qui était un village tunisien où il y avait une centaine de morts, des tas de blessés. C'était vraiment le chaos quoi, dans le village. Parmi les morts, il y avait des réfugiés algériens. Mais en dehors de ça, on a dit ensuite que l'aviation française avait bombardé un camp de la LN. Je peux témoigner, et j'ai témoigné en images pour dire c'est pas vrai. J'ai pas vu un seul combattant algérien parmi les blessés, parmi les morts, non. Et voilà Zoher, donc ce que nous venons de voir, ce sont des images choquantes d'enfants victimes de ces bombardements, de femmes, de vieillards. Et puis il y a eu Cécile de Cugis, Pierre Clément ainsi que René Vauthier, ces cinéastes de la liberté qui ont capté ces images et qui ont immortalisé les dégâts de ce massacre, encore une fois commis par la France coloniale, mais cette fois-ci en Tunisie, sur un autre territoire, un territoire souverain, pourchassant les réfugiés algériens. Alors il faut retenir quoi? C'est que Cécile de Cugis, René Vauthier et Pierre Clément et d'autres cinéastes de la liberté ont été condamnés à la prison ferme après avoir filmé ces images. Comme quoi la France coloniale veut aussi étouffer toutes les voix de la vérité et de la liberté. Merci Amir, merci. Alors avant de revenir sur ce drame lui-même, essayons de comprendre un peu la chronologie des événements. Boukhaifa Amazit, qu'est-ce qui avait précédé justement cette violation d'un territoire, d'un pays qui était à l'époque nouvellement indépendant? Comment ça s'est passé à cette époque-là? Qu'est-ce qui s'est passé juste avant? L'indépendance tunisienne remontait en 1956, indépendance, enfin c'était encore un État très fragile qui a eu ce courage extraordinaire d'accueillir les réfugiés exilés d'un peuple en lutte et d'apporter toute sa solidarité avec le peuple algérien en lutte. Et on ne soulignera jamais suffisamment ce courage extraordinaire des autorités tunisiennes et du peuple tunisien d'avoir accueilli les Algériens qui se battaient, eux, pour leur indépendance. Nous sommes en 1958, beaucoup de choses se sont passées. La guerre s'est installée définitivement sur le territoire algérien, très particulièrement dès le départ au niveau des frontières, ce qui a amené les populations des frontières à aller de l'autre côté. Et ensuite, après la construction, pendant la construction de la ligne Maurice, qui sera renforcée ensuite par ce qu'on appellera la ligne Chal, donc des populations qui encore se sont réfugiées pour échapper à la répression, échapper au bombardement, échapper à la misère imposée par la colonisation, et se sont réfugiés en Tunisie pour trouver un petit peu une accalmie dans des camps. Mais lorsqu'on parle de camps, on a tendance à croire que c'était des camps organisés comme ceux que nous voyons à la télévision, des camps des Nations Unies. La Tunisie n'avait pas les moyens d'accueillir toute cette population qui était aux environs de 500 000. Avant de revenir sur les camps, j'aimerais revenir aussi sur le drame, c'est-à-dire les causes qui ont conduit cette... Les causes qui sont affirmées dans les textes de vulgarisation qui sont restés, les textes de l'armée française, c'est-à-dire, voilà, il y a des infiltrations des troupes de la LN en territoire algérien qui commettent des opérations et qui se réfugient en territoire tunisien. Oui. Ceci, c'est pour invoquer, bien sûr, et Maître Benbaraham nous dira ce qu'ils appellent le droit de poursuite. Ceci pour invoquer le droit de poursuite. En fait, dans les profondeurs du conflit, il y avait eu exécution de 3 condamnés à mort qui ont été guillotinés. Il y a eu exécution et le FLN, par mesure de réciprocité, a exécuté 3 prisonniers aussi. Ce que
ce qui est, entre guillemets, de bonne guerre. Et c'est cela qui a c'est-à-dire la France a ressenti ça, les autorités françaises colonialistes ont ressenti ça, ont reçu ça comme un défi. Un défi à leur force, leur puissance, etc. Donc, le Jouhaud, le général Jouhaud, qui sera un des putschistes des barricades, un des putschistes, et il va prendre la décision. On dit, après avoir consulté Paris, en fait, ils n'avaient pas besoin de consulter, puisqu'ils avaient les pleins pouvoirs ici, depuis 1957, de s'occuper de tout. Quoi. Et l'armée avait pris certaines libertés vis-à-vis du pouvoir politique, et avait imposé sa volonté au pouvoir politique de la 4e République. C'est-à-dire qu'on avait décidé des représailles sans consulter. Oui, pratiquement, sans consulter. Sans en référer, sans dire exactement ce qu'ils allaient faire. Et on envoie un petit village. On envoie 26 appareils, des plus performants, y compris des B-26, qui sont, disons, les devanciers du B-52 américain, des bombardiers, et ce qui a été détruit, en fait, on retient beaucoup, bien sûr, et c'est tout à fait normal, les victimes des humaines, mais les dégâts ont été considérables. Ils ont rasé ce village. Le village de Sakhet Sidi Youssef. J'aimerais poser la question à Maître Bambraham sur cette liberté qu'a eue cette installation militaire, ces militaires français qui étaient en territoire algérien, qui agissaient un peu en roue libre, c'était en totale liberté. Ce droit de poursuite dont parlait M. Amazigh Boukhalifa, il y a une société des Nations Unies, et l'ONU existait à l'époque, elle existe toujours, il y avait un droit international qu'il fallait respecter. Comment vous expliquez cette action militaire insensée qui a coûté la vie à des Algériens mais aussi à des Tunisiens? Comment quel est le droit, que dit le droit dans ce genre de situation? Alors, dans ce genre de situation, le droit international est très clair et très précis. Nous avons affaire à un État colonisé et à un État libre et indépendant, pleinement indépendant. On parle du statut, bien sûr. Oui. Statut. Donc ce qui s'est passé, c'est une agression contre la Tunisie. Ça, c'est la première chose qu'il faut retenir. Donc c'est une agression de l'armée française sur un territoire indépendant. Et ça, c'est une erreur très très grave et punissable sur le plan donc international et sur le plan de l'ONU, qui a fait d'ailleurs plusieurs remontrances à l'État français à l'époque. Maintenant, la notion de droit de poursuite. Le droit de poursuite ne s'applique pas lorsque les gens vont dans un autre pays indépendant. Il s'applique sur un territoire lorsque il y a un crime qui a été commis, soit à titre individuel, soit à titre global, c'est-à-dire une population, une entité qui fait ce genre de crime, et on les poursuit à travers le territoire où le crime a été commis. C'est-à-dire droit de poursuite si un crime a été commis sur une région, n'est-ce pas, et que toute cette population, où tous les gens se sont déplacés dans une autre région, là on peut parler d'un droit de poursuite. On poursuit les criminels sur un territoire bien déterminé, mais pas en agressant un autre pays. D'ailleurs, plus tard, toujours le statut de Rome, qui est un document de référence pour les juristes actuellement, vous verrez que le crime, on appelle ça le crime d'agression, est retenu comme un crime contre l'humanité. Donc il est retenu pour l'Algérie pour tout ce qui s'est passé, mais il est également retenu pour la Tunisie, parce que l'agression s'est posée sur un territoire, comme je l'avais dit, tout à fait indépendant, et je pense que ce crime est toujours d'actualité, c'est-à-dire que les Tunisiens ont toujours le droit, en vertu de ce texte, de pouvoir encore s'exprimer et surtout de pouvoir inscrire ce crime, n'est-ce pas,
dans l'histoire de l'humanité. Très bien. Professeur Moustapha Khiati, je vous pose la question. La Tunisie avait immédiatement montré beaucoup de solidarité avec les Algériens sur ce qui s'est passé donc, ce 8 février, y compris dans les facilités logistiques et militaires. On prenait en charge, on avait ouvert les frontières pour ces réfugiés qui venaient fuir la guerre. Ce massacre est perpétré sur un territoire tunisien. Des Tunisiens et des Algériens, on parle toujours de ce sang qui s'est mélangé. C'est ce qui fait tout le lien de fraternité qui nous lie à nos amis et à nos frères tunisiens. Mais juste après ce drame, il y a eu toute cette action, tout cet appareil tunisien qui s'est déclenché justement au niveau des instances internationales pour dénoncer cette violation. Tout à fait. Si vous permettez, je reviens d'abord sur la cause déclenchante du bombardement de Sred Youssef. Les Français avancent comme argument le fait qu'un avion mouchard ait été abattu au niveau de la frontière par des tirs venant du territoire tunisien. C'est la version officielle qui a été donnée pour expliquer pourquoi il y a eu le bombardement de Sred Youssef. C'est vrai que, comme l'a fait remarquer Siam Nazir, la Tunisie est un jeune État, puisqu'elle est indépendante depuis à peine 2 ans, en 1956, qu'elle est en train de se construire, qu'elle n'a pas d'infrastructure, elle n'a pas des moyens, mais malgré ça, donc elle a reçu des milliers d'Algériens. On parle peut-être, les chiffres officiels varient entre 175 000 et 250 000 personnes qui ont trouvé refuge sur le territoire, mais ils ont pu vivre. Ces populations ont pu vivre comme elles ont pu, parce qu'au début, c'était vraiment la catastrophe. Les choses n'ont commencé à s'organiser qu'à partir de 58, à peu près 58-59, avec l'intervention du HCR. Mais la Tunisie a immédiatement, bien sûr, déposé plainte au niveau des Nations Unies, et ça a fait tout un boom au niveau des Nations Unies, puisque l'action de la France a été condamnée malgré tous les subterfuges utilisés par la délégation française pour amadouer certains pays, etc. Mais sur le plan du droit humanitaire international, c'était donc un crime, une violation flagrante de la souveraineté d'un pays, et donc considéré aujourd'hui comme un crime contre l'humanité. Ça a permis également de créer une sympathie et de donner une dimension particulière à la révolution algérienne, parce que cette sympathie est venue de nombreux pays qui l'ont marqué d'abord aux Nations Unies, ensuite au niveau de toutes les conférences où la question algérienne a été évoquée. Donc on verra par la suite, notamment parce que juste après, il y a eu, en novembre 1957 déjà, donc juste avant cette histoire-là, il y a eu la réunion de la Fédération internationale des Croix et des Croissants Rouges en Inde, qui a décidé de faire un appel international pour aider les réfugiés algériens qui étaient amassés au niveau des frontières. On en parlera tout à l'heure. Voilà. Amir, je vous laisse de présenter votre deuxième capsule ce soir. Bien sûr, le professeur Moustapha Khiati m'a tendu la perche, parce qu'il faut partir à l'origine de l'histoire de ces réfugiés. Qui sont ces réfugiés qui ont été contraints de se déplacer, de laisser leurs biens, leurs terres, leurs maisons et parfois même leurs familles pour aller se réfugier en Tunisie? Il faut savoir, Zoher, que Djemeldin Chenderli et Cécile de Cugis les ont suivis dès 1957. Et vous allez voir dans ces images la cible de l'aviation française, qui est-elle? Qui sont ces cibles tant voulus et tant recherchés par l'armée coloniale? Eh bien, on va les voir, on va les découvrir sur l'écran de l'émission Le Déshonneur. Ce sont des personnes, des enfants, des vieillards et des femmes complètement démunis, complètement fatigués d'une marche qui a trop duré en hiver. On regarde. Pacification en Algérie. Un terme qui a perdu son sens. Le peuple algérien a été bafoué et persécuté dans son aspiration d'être admis parmi les jeunes nations. Un pays clairvoyant se devait de comprendre une telle réalité. Il fait froid,
Ils ont faim, ils sont harassés. Mais malgré tout, malgré le danger encore tout proche, ils ont confiance. Ils sont enfin en territoire ami, reçus par un peuple frère. Le gouvernement tunisien, en accord avec la Croix-Rouge internationale, les Croissants-Rouges algériens et tunisiens, a créé des camps d'hébergement. Mais à eux seuls, ces organismes ne peuvent subvenir aux besoins sans cesse croissants de ces êtres réduits à la plus grande misère. De nuit, la population continue à fuir. Les uns arrivent isolés, d'autres viennent par groupe. Ils n'ont pris que peu de choses avec eux, ils devaient fuir inaperçus. Première étape en pays libre. Qu'il est doux de pouvoir boire sans crainte de fusillade soudaine. Oui, boire enfin en paix. Cette fontaine offrant son eau fraîche et pure aux réfugiés épuisés est un peu comme un symbole de l'hospitalité du peuple tunisien. N'était-ce pas un signe ancien d'amitié que l'hôte offre à boire à ses invités ? Voici le résultat de la création des zones interdites. Ces Algériens sont les survivants de ce que l'on appelle plus justement glacis de la mort. Pour les expulser de chez eux, les troupes françaises emploient le ratissage. Cette méthode consiste d'abord à brûler les villages et donner ensuite libre cours au sadisme des seigneurs de la guerre. Torture, viol, assassinat. Alors voilà, Zoher, le résultat d'une politique qui a contraint, politique coloniale bien sûr. Je suis très ému en découvrant et en voyant ces images parce qu'on voit la douleur qu'avait subie le peuple algérien. Ils sont pieds nus, à pied, sans habits, très malades. Et ce sont ceux-là qui ont suscité les 26 bombardiers ou 26 avions que la France a mobilisés ou avait mobilisés pour tout simplement les massacrer. Merci Amir. En regardant ces images, cela nous rappelle peut-être certaines images qu'on nous martèle à chaque fois sur le drame humain qu'avaient vécu les Européens à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, des déplacements de population. Ces images reviennent souvent dans les médias mainstream. On voit moins ce genre d'images où des Algériens ont vécu exactement la même chose, si ce n'est pire, c'est-à-dire échapper à la guerre, échapper au viol, échapper au meurtre. Qu'est-ce que cela vous évoque, Boukhaifa Mazid, en regardant ces images ? Je voudrais d'abord rendre hommage à ces cinéastes qui avaient été sympathisants et qui se sont engagés aux côtés du peuple algérien en lutte, comme Vautier, comme Clément, et puis qui ont formé les premiers cinéastes algériens, dont Rachdi, dont Lakhdar Hamina. Il faudrait leur rendre hommage parce qu'ils ont eu un courage extraordinaire. Ils ont été condamnés par leur propre pays, certains ont été déchus de leur nationalité. Je pense à Serge Michel, qui est enterré chez nous, ici, qui a voulu être enterré en Algérie. Donc à tous ces gens qui ont pris fait et cause pour la lutte de notre peuple. Et je voudrais rappeler également, toujours dans le cadre
ce mot, de ce qu'on appelle, et qui n'existait pas, c'était le droit de poursuite, que la Tunisie a été colonisée suite à la pénétration en Algérie de bergers tunisiens, de Khomeri, qui se sont introduits en Algérie. Et c'est au nom de cela, de cette violation du territoire par des bergers, que la Tunisie, que le protectorat, entre guillemets, a été imposé au peuple tunisien. Donc ces images que nous voyons, parce que c'est au nom de ce droit de poursuite que le Cambodge avait été envahi par les États-Unis, que le Laos a été envahi par les États-Unis, et que des guerres se sont installées et qu'elles continuent de s'installer en Afrique aussi. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Malgré, bien sûr, la mise hors la loi, comme le rappelait tout à l'heure Maître Benbrahim, la mise hors la loi de ce droit d'aller agresser un peuple, un pays voisin. Malgré cela. Donc on voit ces photos, nous les voyons tous les jours au journal télévisé, des peuples avec leurs ballots, avec ces immenses camps de réfugiés africains, ces immensités humaines perdues, qui meurent tous les jours, parce qu'il faut considérer qu'il y a les fameux camps, le rapport Rocard parlant des camps de ce qu'ils appelaient les camps de regroupement, c'était en fait des camps de machin. Le Rocard parlait de 500 000 enfants qui mouraient chaque année. 500 000 en Algérie, dans notre pays. C'est-à-dire on ne mesure pas encore le drame. On ne mesure pas suffisamment. Et alors ce qui est terrible, c'est lorsque vous entendez une femme politique française dire que la colonisation n'était pas un drame, que lui faut-il donc? Que lui faut-il donc? Il n'y a pas de bonne et de mauvaise occupation. Une occupation est une occupation avec tout ce qu'elle implique. Tout ce qu'elle implique. Justement, si vous me laissez juste rebondir sur ce que vous venez de dire, la France coloniale à l'époque avait d'abord nié d'avoir tué des civils, c'était la première position, après le bombardement qui a eu lieu à Serried Sidi Youssef. Mais par la suite, cette même France coloniale avait invoqué, c'est assez particulier, ce droit de légitime défense, pour répondre à ce que vous disiez tout à l'heure sur cet avion mouchard qui avait été soi-disant attaqué par des troupes du FLN au niveau de la frontière. Est-ce que ce droit de légitime défense peut être reconnu pour un État colonisateur? Pas du tout. Pas du tout. Je voudrais, si vous me permettez, rejoindre mon ami Amazir, parce que René Vauthier était un grand homme. C'était un reporter de guerre. Et sans ces images, nous n'aurons jamais connu la vérité. Donc, je lui rends hommage. Je pense que tout le peuple algérien lui rend hommage à lui et à ses collègues. Et à travers ce document que nous venons de voir, je répondrai à la notion de légitime défense. Allez. La légitime défense intervient quand vous êtes agressé. Mais les principes de la légitime défense sont très clairs. Il faudrait que l'agression soit égale à la défense. Quand nous regardons ces photos, on se rend compte de quoi? C'est des femmes, des hommes, démunis, sans aucune arme. Des réfugiés. Sans aucune arme, d'abord. Oui. L'arme s'utilise dans l'agression. Mais l'arme ici n'existe pas. C'est de simples citoyens qui vont trouver un peu de paix parce que l'armée française a tué la paix dans leur pays. Ce sont de simples Algériens qui espèrent de vivre ailleurs, dans un pays frère, parce que la France les tue dans leur propre pays. Donc, ce que nous voyons, excusez-moi, je suis très ému par ces photos, c'est un peuple sans défense. C'est des citoyens qui ne sont pas des belliqueux, qui ne sont pas des hommes de guerre. Ce sont de simples citoyens algériens qui quittent leur territoire pour aller vers, je ne dis pas un havre de paix, mais quelque peu, je dirais un peu de paix. Et là, on les tue avec des armes lourdes. C'est des armes de guerre. Je suis désolé, c'est pas ça la guerre.
C'est pas ça la guerre. On ne tue pas des gens avec un armement, vous avez donné les chiffres tout à l'heure, digne d'une agression de haute stratégie. C'est-à-dire on parle d'une réponse, si on peut appeler ça une réponse, mais elle était tellement disproportionnée. C'est même pas une réponse. Oui. C'est eux qui agressent. C'est même pas une réponse. Oui. Parce qu'il n'y a pas eu de la part de ces gens-là une agression ni de l'armée française, ni de quoi que ce soit. Ils sont chez eux, ils partent, on les pourchasse et on tue. En Tunisie, donc en territoire étranger, n'est-ce pas? Pays limitrophes, et on tue même des Tunisiens. Sur le nombre qu'ils ont donné est un nombre de l'heure. C'est-à-dire au moment où ils ont fait le recensement des personnes mortes, il y a eu ce genre de ce chiffre. Mais en réalité, la réalité est tout autre. Parce que parmi les blessés, il y a eu encore d'autres morts. Oui, et il y a eu des gens qui ont péri sous les décombres, qui n'ont pas été recensés sur le coup. Alors, peut-être sommes-nous à 200, 300, il est très variable. Oui, il n'est pas sûr. Oui. Alors, concernant ces images, la France n'a jamais voulu exposer ces images à l'opinion française. Parce qu'il n'y a pas que des Français assassins. Il y a des Français qui respectent les droits de l'homme. Il y a des Français qui respectent la vie humaine. Il y a des Français qui respectent l'indépendance et qui respectent la liberté. Mais ce n'est qu'une frange. Jouot, qui est Jouot? Jouot a agi seul, parce que c'était l'ennemi juré de Gaulle. C'est quelqu'un qui faisait partie des généraux du putsch. Donc c'est quelqu'un qui voulait à tout prix aller au-delà, s'affirmer sur le plan militaire, produire un plus grand nombre de morts, d'attaques, pour se distinguer. Il était contre aussi cette idée que l'Algérie devienne indépendante un jour. Oui, parce que la discussion a commencé en 1957. Absolument. Il y a juste un mot. Après ce qui s'est passé, c'est-à-dire ce tragique jour du 8 février 1958, il y a eu bien sûr d'autres infiltrations de l'aviation française. Je pense à celle de 59-60. Un avion, un chasseur français avait survolé Mellag en Tunisie et la DCA de la LN l'a abattu. Il n'y a pas eu de suite. Il y a la seule suite qui a été donnée, c'est que la France a demandé, a exigé la restitution du pilote qui s'était éjecté par avec son siège éjectable, et sans plus. Bon, ça donnera par la suite d'autres... Mais juste pour dire que la leçon a été... C'est-à-dire que il savait ce qu'il faisait en 50 ans. Exactement. J'aimerais aussi revenir sur ce principe de légitime défense qui est une idéologie qui reste encore d'actualité. Hein, en revenant un peu quelques mois en arrière, cette idée de l'entité sioniste, quand elle avait répondu, ce qu'ils disent eux, à une attaque le 7 octobre. Donc, est-ce que cette idéologie, elle est toujours utilisée justement dans cette logique de colonisation? C'est-à-dire quand on est un État colonisateur, on doit se justifier coûte que coûte, même si on doit utiliser l'immoral, c'est-à-dire la légitime défense qui est un argument immoral dans ce cas de figure. En fait, pour Israël, on ne sait pas s'il a été l'élève ou il est le maître de la France, parce qu'il a beaucoup appris. Et on le voit sur le 7 octobre, il y a eu une attaque. Et en fait, l'attaque, elle a été faite par le Hamas sur son territoire, contre justement un certain nombre de problèmes posés par l'armée israélienne. C'est le blocus, le fait de ne pas recevoir des médicaments et des denrées alimentaires, de ne pas bouger, etc. Donc il n'a fait en fait que se défendre, et on en a fait toute une histoire. Le principe de légitime défense est de côté. Oui. C'est le problème. Mais si vous permettez, je voudrais revenir sur Sidi Youssef, parce que c'est très important. C'est juste pour faire le parallèle entre une idéologie qui reste la même entre tout à fait, deux entités coloniales. C'est la même idéologie. On saura que quelques années
siècle plus tard, des officiers israéliens vont assister aux premiers essais nucléaires à Reagan le 13 février 60 et qu'ils assistent également aux essais sur les armes chimiques et biologiques au niveau de Hammaguir durant les années 60 et 50. Donc il y a une relation très étroite et on sait que la centrale de Dimona a été construite par les Français. Donc tout ça, c'est des relations très étroites. Bon, pour revenir à Saqqit Sidi Youssef, ce qui s'est passé, c'est que les bombardements, comme vous l'avez souligné, il y a eu 24 avions qui sont venus par vagues successives bombarder pendant 1 heure et 10 minutes. Donc ils ont eu le temps de viser. C'est le pilonnage, c'est ce qu'on appelle un pilonnage. Absolument. Donc ils ont eu le temps d'identifier et de viser et de tirer sur beaucoup d'objectifs. Et parmi ces objectifs-là, il y avait 2 camions de la Croix-Rouge internationale qui distribuaient des denrées alimentaires pour les réfugiés. Et sur le toit de ces camions-là, il y a une grande croix qui est rouge, qui apparaît à des kilomètres, surtout pour un aviateur. Et donc, les cibles ont été bien choisies. Donc l'action était préméditée, coordonnée. Lorsqu'on a tiré sur l'école, on savait que c'était une école. Bon, lorsqu'on a tiré sur les mines de plomb qui sont à côté, donc c'était visible également. Toutes les cibles qui ont été identifiées, en fait, ont fait l'objet d'une étude préalable et donc cela était préparé à l'avance. Très bien. Je voudrais revenir sur quelque chose d'important que vient de dire le docteur Riati. Vous savez qu'il existe un droit humanitaire. Et donc, en droit de la guerre, il y a ce qu'on appelle des couloirs humanitaires. Et les couloirs humanitaires sont assurés par justement la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et d'autres institutions toujours dans le même style. Donc le fait d'avoir attaqué les camions humanitaires, c'est également une violation des conventions internationales et du droit de la guerre. Le choix des appareils qui ont été utilisés, si c'était qu'une mission punitive, une expédition punitive de un B-26 ou 2, et puis on lance quelques bombes et puis on se retire. Mais là, il y avait des avions d'attaque, il y avait des chasseurs, il y avait, c'est-à-dire tout ce qu'il faut. Il y avait cette volonté de détruire, de détruire et de détruire. Ce n'est pas des coups de semonce pour dire attention, la prochaine fois ça va être. Non, là c'était préparé, réfléchi, avec tous les appareils, tous les appareils qui sont décrits. Et ça, ce n'est pas une improvisation militaire comme ça qui est faite pour dissuader le pays voisin. Très bien. J'aimerais revenir pour essayer d'avancer un peu dans le débat et sur l'internationalisation un peu de cette question et de ce drame qui a eu lieu donc à Saqqit Sidi Youssef. Il faut aussi rappeler que la France s'est même permise l'arrogance de se plaindre auprès de l'ONU. C'est un fait aussi qu'il faudra relever. Elle avait dénoncé à l'époque la belligérance et la duplicité tunisienne dans ce qu'elle a appelé le conflit algérien. Alors, Paris s'est mis sur une tactique défensive. Elle avait plaidé donc la légitime défense dès le départ, mais aussi comment impliquer la Tunisie pour s'en sortir. Oui, alors là, c'est très très grave. On parle de belligérance en matière de droit de la guerre et de droit international. Lorsqu'il y a 2 pays en opposition, ce sont les belligérants. C'est ce qu'on a dit pendant la guerre mondiale, les pays belligérants. Mais là, la France n'était pas en situation d'attaque. Elle était en situation de paix. Elle n'avait pas de conflit direct, de conflit armé avec la France. Elle n'avait pas de problème de frontières. Donc c'était un pays qui était en train de se construire et jamais belligérant. Jamais belligérant vis-à-vis de la France. Mais la France, comme je l'ai dit au début, était un pays agresseur. Donc sur le plan international, c'est des mesures qui sont tout à fait différentes. Monsieur Amazit, sur l'implication de la Tunisie, il faut souligner. Je crois que en ce qui concerne l'agresseur et l'agressé, les choses sont très claires là. En ce qui concerne la Tunisie, l'Algérie était considérée par la France comme 3 départements, etc. On connaît le laïus classique.
Mais la Tunisie était indépendante. Elle n'avait pas c'est-à-dire à faire l'objet d'une telle agression. Mais la légitimité de la lutte, et cela, on le perd de vue souvent, la légitimité de la lutte du peuple algérien contre le colonisateur n'était pas reconnue par les Nations Unies. Il faudra attendre la résolution 1514 de 1960 pour qu'on reconnaisse le droit aux peuples coloniaux de se battre pour leur indépendance par tous les moyens. Donc, l'invocation du droit de ce qu'on appelle pompeusement le droit à Israël de se défendre. Il y a aussi, face à ce droit de se défendre, il y a aussi le devoir du peuple palestinien de se battre pour sa liberté. C'est un devoir légitimé par les Nations Unies. Très bien. Alors, professeur Riaté, il y a la question de la Tunisie qui porte plainte finalement. Elle avait porté plainte tout de suite devant les Nations Unies. Des diplomates américains, Robert Murphy et son homologue britannique Harold Billy, proposaient déjà à l'époque leurs offices contre un retrait de la plainte tunisienne. Il y avait déjà à l'époque cette action qui avait été faite, mais Bourguiba voulait à l'époque internationaliser la cause algérienne. Il n'avait pas reculé sur cette question. En fait, c'est une initiative du président américain qui a envoyé Murphy justement en Tunisie pour essayer de trouver des solutions à l'amiable en quelque sorte et de ne pas impliquer la France. Mais la France est partie trop loin. Avec un nombre inqualifiable de martyrs, puisqu'on parle peut-être même de 400. Les chiffres restent toujours inconnus à ce puis jour. Une destruction, etc., qui se renouvellera par la suite à Bizerte, etc. Donc je veux dire que c'était un début de longue série de conflits qui allaient donc apparaître sur la région. C'est vrai qu'il y a la solidarité occidentale. Lorsqu'un pays occidental est touché, donc d'autres pays, on l'a vu à propos d'Israël, où le président américain en personne se présentait à Tel Aviv dans les 3 jours qui ont suivi, qu'il ramène avec lui la 6e flotte. Il y a un pont aérien pratiquement continu qui alimente Israël en bombes. On parle bien sûr de l'ancien président Biden. Exactement. Bien sûr. Oui. Et donc cette situation enfin se renouvelle en quelque sorte. On l'a vu dans le passé, on la voit aujourd'hui. Bon, c'est vrai qu'à l'époque il n'y avait pas encore l'Union européenne qui imposait, si vous voulez, aux États membres d'avoir une solidarité directe, mais il y avait quand même des relations très étroites entre différents pays européens qui faisaient que de toutes les façons ils prenaient le parti on se demande d'ailleurs à cette époque-là s'il n'y avait pas encore des relents de croisade parce que chaque fois on touche ça du doigt lorsqu'on voit chaque fois que c'est un pays du Sud qui soulève le problème de cette hégémonie ou de ces attaques ou de cette agression, tout de suite, donc il y a de l'autre côté, c'est un front qui se dresse. Absolument. Et on se demande quel est le problème. Parfois c'est des problèmes de droit, mais en fait le droit apparemment n'a pas la même valeur, le même poids des deux côtés de la Méditerranée. C'est ça le problème. Absolument. Amin Lebache. Alors, Zoher, est-ce que vous me permettez de réagir parce qu'il y a de l'émotion ce soir dans cette émission. Tout d'abord pour répondre ou appuyer surtout Boukhalifa Hamazid sur la qualité ou la forme de l'attaque qui a été faite à Sariyet Sidi Youssef, c'est que les avions volaient en ras mode, c'est-à-dire à basse altitude. Donc les pilotes avaient toute la latitude de voir leur cible. Donc des témoins disent que les enfants, quand ils ont fui les écoles, les pilotes les ont vus et ils les ont mitraillés avec la mitraillette qui était accrochée, si vous voulez, à ces avions d'attaque précis. Et puis pour Madame Benbrahim, qui parlait avec émotion surtout sur les efforts de René Vauthier et de son équipe de cinéastes, Cécile de Cugis qui a fait le travail sur les réfugiés avec bien sûr Pierre Clément, il y avait aussi Jamel Denchenderli, Cécile de Cugis, elle a fait 2 années de prison ferme et elle a été interdite d'entrer en Algérie. Donc pour vous dire un petit peu ce que ce documentaire a engendré en matière de vérité ou
bien évidemment, de levée de chape de plomb. Et puis, la troisième séquence que j'ai envie de vous proposer, madame et messieurs, on l'a titré ainsi: le racisme et puis la ségrégation, code de l'indigénat et apartheid. Et c'est René Vauthier, encore une fois, qui va interviewer l'un des enfants du 8 mai 1945. Il s'agit bien sûr du grand écrivain Kateb Yassine, qui est l'enfant du 8 mai 1945 et qui parle justement de ce code de l'indigénat qui a permis après à ces soldats de sous-évaluer ou tout simplement considérer les Algériens. On va écouter Kateb Yassine dans ce documentaire qui est intitulé déjà le 102 mai, ensemencé novembre. En rapport avec les Européens, avec les Français, bon, il faut bien comprendre qu'on vivait au temps de l'Algérie française. C'est-à-dire que l'enseignement, d'abord, était en français. Moi, j'allais à l'école française avec des enfants français ou européens. Et les indigènes, comme on nous appelait, étaient minoritaires à l'école. Bon, évidemment, quand on est enfant, ces choses-là passent au second plan, parce qu'il y a la camaraderie d'enfance. Il ne peut pas y avoir de racisme entre des enfants, mais il y a leurs parents derrière. Et le faux rapport, le mensonge, un enfant le sentait très vite. Par exemple, je vais à l'école française, j'apprends que mes ancêtres sont les Gaulois, je rentre chez moi, je parle en arabe avec ma mère, c'est autre chose. C'est vraiment deux mondes tout à fait différents. Et ces deux mondes étaient en lutte tous les jours. Donc, nous avons assez vite compris que nous vivions dans un monde faux et que nous étions dans une situation fausse et que nous vivions des rapports de maître à esclave. Naturellement, le racisme ne venait pas de nous, il venait plutôt des plus forts, c'est-à-dire de l'autre côté. Ce racisme, inutile de le décrire parce qu'on peut le voir, même en France à l'heure actuelle, il se manifeste de mille manières. Il était toujours présent et, en quelque sorte, notre force à nous, justement, est venue de là. C'est que le colonisateur nous méprisait, il ne nous voyait même pas. Mais nous étions obligés de le voir, d'apprendre sa langue, de vibrer à son histoire. Moi, je me rappelle la Révolution française, je ne cessais jamais de relire ce qui s'était passé. Mais je voyais la contradiction flagrante entre le colonialisme et cette révolution que m'apprenait la France. Donc voilà, Zoher, je vais souligner juste quelque chose d'important et ça va vraiment parler à M. Boukhalifa Amazit, c'est que M. Kateb Yassine, le défunt écrivain algérien, disait « Nous avions un rapport de maître à esclave ». C'est-à-dire que cette situation-là de la colonisation française en Algérie avait tout de suite posé ses règles. C'est-à-dire tout simplement que ce qui s'est passé en Algérie, Zoher, ça dépassait complètement l'esclavagisme. Boukhalifa Amazit, vous voulez réagir? La forme suprême de l'esclavage, c'est le colonialisme. Ce qui est étonnant, c'est que les instances internationales aient condamné et considéré l'esclavage comme crime contre l'humanité. Et nous attendons toujours que le colonialisme qu'on en fasse de même pour le colonialisme. L'esclavage, c'est on a pris des hommes et des femmes d'un pays pour les transplanter dans un autre pays afin de les réduire à l'esclavage, comme ça existe depuis l'Antiquité. Mais la forme la plus moderne de cet esclavage, c'est de prendre le pays entier, le peuple entier, ses richesses, et puis de considérer tout cela comme une sous-humanité taillable et corvéable à merci. C'est cela, et jusqu'à présent, il en est encore au XXIe siècle qui considère que le colonialisme n'est pas un drame. Ce n'est pas n'importe qui dit ça. Ce n'est pas n'importe qui. C'est une personne qui risque de devenir chef de l'État, d'un État voisin. C'est quand même aberrant. Nous nous trouvons devant des situations incroyables. Et cela... Je crois qu'il est temps aujourd'hui, et les juristes, et nous avons Madame Ben Braham avec nous, qui ont une mission aujourd'hui de mettre fin, de fermer ce chapitre de l'histoire de l'humanité, de passer à autre chose. C'est-à-dire que... Parce que nous considérons, si nous considérons, ce qui est en train de se passer en Palestine, nous allons vers beaucoup plus grave.
Nous allons vers infiniment plus grave. C'est-à-dire d'abord lutter contre les idéologies qui persistent aujourd'hui. Oui, les idéologies n'ont pas changé. On peut la nommer, hein, une chef de parti d'extrême droite en France, Marine Le Pen, qui avait tenu des propos sur le fait que la colonisation ne soit pas... Elle ne fait pas que défendre son père, tortionnaire, patenté, connu dans notre pays. Ses victimes sont encore vivantes. Témoins de ce qu'il avait fait. Témoins de ce qu'il a fait. Les historiens français parlent de lui comme d'un tortionnaire, comme d'un tenant d'un système qu'on croyait perdu. Mais la réalité palestinienne d'aujourd'hui nous force à dire que, attention, on croyait que morte la bête, mort le venin, il ne s'agit pas du tout de cela. Il s'agit d'une actualité, d'une brûlante actualité. Le peuple palestinien est menacé de disparition si on fait disparaître son sol. S'il n'y avait pas de Polonais, il n'y aurait pas de Pologne, disait-on. Et là, on se trouve devant... C'est une situation absolument pour des pays comme nous qui avons connu et qui savons ce qu'est le colonialisme. Pendant 132 ans, je crois que c'est une des plus grandes expériences de tentative de remplacement d'un peuple. C'est une très grande expérience que nous avons connue. Nous avons été menacés dans notre existence même, en tant qu'Algériens, en tant qu'habitants de ce pays. Nous avons été menacés. Mais ces idées demeurent, et comme vous disiez tout à l'heure, cette idéologie de la domination est intacte dans l'esprit de ceux qui l'ont pratiquée. Mais cela fait peur. Maître Benbrahim, est-ce qu'aujourd'hui le droit international est un rempart, ou alors cette idéologie reste encore puissante et puis encore des exemples vont se produire en Palestine occupée, et quel autre pays peut-être dans l'avenir? Oui, alors, oui, mais je voudrais avant réagir sur ce que venait de dire mon cher ami. La personne dont vous parlez, mon cher ami, pour moi, n'est pas une politicienne. C'est une politicarde, car elle a une ignorance parfaite de l'histoire de la France et de l'histoire coloniale. Et je ne pense pas que le peuple français puisse donner une approbation pour la haute magistrature. 11 millions de Français ont voté pour elle, madame. Oui, la première fois. 11 millions de Mais Français. cette fois-ci, je crois que le nombre est en train de décroître considérablement, parce que le vrai visage de la personne est en train de s'exposer ouvertement. Et donc aujourd'hui, il faut reconnaître et remercier les vrais Français qui ne sont pas du côté donc de ce crime et de ce négationnisme, mais qui sont quand même pour la liberté et les grandes valeurs humaines. Pour ce qui est du code de l'indigénat ou du statut, très rapidement, je vais essayer, en très peu de temps, d'expliquer et de passer par-dessus le temps. Il y a eu la colonisation. Après la colonisation, il y a eu une période de rébellion, de résistance, jusqu'à 1871. Mais pendant cette période, il y a eu la négation de l'identité algérienne. On va passer ensuite à deux textes fondamentaux. Le décret Crémieux, qui retire la masse juive de la masse algérienne, alors qu'ils s'entendaient parfaitement. Et je vous dirais que les rabbins ont été contre ce texte de loi qui a été retiré quelques années après. Et ça, les Français l'ignorent, et même les Juifs l'ignorent. Il faut qu'ils reviennent à la connaissance de leur histoire. Donc le décret Crémieux. Mais à côté, on a fait un autre texte. C'est le texte de l'indigénat. Et alors là, c'est un véritable statut qu'ils ont d'infériorité, qu'ils ont donné aux Algériens. Mais si nous allons vers l'étymologie du mot, et le point juridique du mot, qu'est-ce que ça veut dire, indigène? Ça veut dire vrai, les vraies populations
de la terre. Et qu'est-ce qu'on entend par autochtone? C'est également un synonyme de vrais citoyens. On n'est pas encore au terme de citoyens, de vrais Algériens. Sauf que la France leur a ôté la citoyenneté d'origine. On ne les reconnaissait pas comme étant des citoyens. Seul le français avait la citoyenneté. Et les Algériens, à l'époque, lorsqu'on leur avait proposé l'assimilation, ils ont tous refusé la nationalité française. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Si aujourd'hui la France argue le fait que les Algériens demandent la nationalité française, je voudrais leur dire, répondez, revenez vers l'histoire et vous saurez que nos ancêtres l'ont rejetée et que nous la rejetons nous aussi. On n'en a pas besoin. Nous avons notre nationalité et elle nous suffit largement. Alors, ces Français aujourd'hui, oui. Qui sont-ils? Eh bien, ce sont des autochtones et ce sont des indigènes dans leur pays. Voilà. C'est les vraies populations de ce pays. Le système... Les vrais Gaulois. Ouais, oui, et là c'est encore une histoire. Alors, le système de l'indigénat, c'est pour classer, c'est pour stratifier la société algérienne en commençant par une négation de leur identité. Et cette même, si vous permettez, professeur Khiati, cette même pensée, elle est encore développée aujourd'hui. On refuse l'idée même qu'une Algérie puisse exister avant 1830. On l'entend beaucoup dans les cercles d'extrême droite aussi. Cette même pensée, elle reste intacte chez beaucoup de politicards, si j'ose répéter. Ignorants de l'histoire, c'est des ignorants de l'histoire. Comment expliquer cette persistance dans cette pensée de négation de l'autre dans l'histoire? Je pense que c'est une façon pour la France la France politique, de se déculpabiliser de la colonisation de l'Algérie. Aujourd'hui, on dénie à l'Algérie d'avoir existé avant. Alors, comment expliquer tous les accords qui ont été faits depuis le XVe siècle jusqu'au XVIIIe siècle avec la France, avec les États-Unis, avec l'Angleterre? Les échanges commerciaux. Comment expliquer qu'il y avait des consuls étrangers? Il y avait une vingtaine de consuls à Alger. Comment expliquer que des délégations étaient reçues? Comment expliquer les accords économiques, l'achat de blé par les Français durant la fin du XVIIe siècle, bien sûr. Donc tout cela, en fait, c'est de bonne guerre. Donc les Français utilisent disent n'importe quoi, tout en sachant que l'Algérie existait bien en tant qu'entité. Les puissances occidentales, y compris les États-Unis, jusqu'en 1816, payaient le droit de passage en Méditerranée. Ça, tout le monde le sait. Aux Algériens. Aux Algériens, absolument, qui avaient une flotte extraordinaire. Alors, les Français qui nous disent, lorsqu'ils ont fait appel à la porte sublime à la fin du XVIe siècle, ils ont fait appel à la porte sublime pour essayer de protéger la région du Midi contre les visées espagnoles. La porte sublime a demandé à Alger d'envoyer la marine. Et la marine algérienne est partie avec à sa tête Khaireddin Barberousse. Elle a pris position, elle a libéré Nice. Et pour la remercier, on l'a fait hiberner pendant 6 mois à Toulon. Et on lui remet l'église de Toulon pour que les corsaires puissent faire leur prière là-bas. 20 000 Algériens se sont déplacés sur cette région-là durant pratiquement 1 an. Ils sont restés à Nice et à Toulon. Donc, toutes ces histoires-là, en fait, elles sont... Mais ce qui est extraordinaire, lorsque vous voyez les livres d'histoire aujourd'hui, cette phase-là n'existe pas. On vous dit, par exemple, Nice a été occupée par les Anglais, par les Espagnols, etc., mais vous ne verrez jamais que les Algériens sont arrivés sous François Ier, ils sont restés là-bas. Je voudrais vous donner une perche extraordinaire pour aller dans le sens. Rapidement, parce qu'il nous reste une dernière capsule à exploiter. Alors, pour les Français, l'Algérie... n'existe que depuis, que depuis 1516, avec l'arrivée des Turcs.
les deux frères. Or, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Selim Toumi existait bien avant, il était le roi d'Alger. Non, même avant Selim Toumi. Bien sûr, parce qu'il parle en 1516, parce que c'est lui qui a fait venir Barberousse pour libérer le pénon d'Alger, qui était occupé par les Espagnols. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'avant Selim Toumi, il y a toute une génération, et moi j'en fais partie, parce qu'un des rois d'Alger, c'est Shir Selim Ben Barham Ibn Nasr, et j'en suis très fier. Allez chercher les archives. Elles ont été classées et fermées pour prouver, selon eux, que l'Algérie, c'est 1516 et avec les Turcs. Mais nous sommes là. Et nous avons des auteurs, Ibn Khaldoun, etc., qui parlent des rois d'Alger. Et voilà, et l'Algérie, du moins, a existé 3000 ans avant la France. Pour les Français, juste d'un mot. Oui. Pour les Français, l'Algérie n'existe que depuis 1848. C'est la Constitution de 1848 qui a institué l'Algérie, où pour la première fois on utilise le mot Algérie. Non, il existait avant. Oui, il existait, bien sûr. Non, mais pour les Français, ils considèrent que c'est leur réécriture de l'histoire. Leur réécriture de l'histoire qui fait que... Et le fait que ce soit proclamé comme 3 départements français ne fait pas, et ceci il faut le dire et le répéter, l'Algérie n'a jamais été française. Très bien. Elle a été proclamée terre de France, mais elle n'a jamais été française. Elle n'a jamais accepté ce statut. Cette parenthèse historique est nécessaire. On revient, juste avant de clore cette émission, sur cette dernière capsule avec vous. On revient sur le drame de Sarid Sidi Youssef et le drame aussi vécu par ces Algériens obligés à l'exil au niveau des frontières. Oui. Revenons avec vous. Amin Nebaj, vous avez quelques clichés à nous faire découvrir. Oui, mais avant cela, il y a une séquence que nous avons voulu présenter dans le déshonneur, où on invite d'ailleurs celles et ceux qui chantent midi, matin, ou plutôt matin, midi et soir sur les plateaux des télévisions françaises sur les bienfaits du colonialisme, de s'instruire dans cette émission et de voir ce qui s'est réellement passé en Algérie, notamment sur les crimes coloniaux et les méthodes pratiquées par l'armée coloniale en Algérie. Puis on va finir avec, bien évidemment, Zoher, les photos du numéro, c'est-à-dire ceux du CICR sur les réfugiés. Mais avant cela, on va voir Kateb Yassine qui parle sur les méthodes sauvages pratiquées et commises par le colonisateur sur le peuple algérien. Pour ma part, moi j'étais dans la région de Sétif, mais j'avais une grande partie de ma famille à Galma, dans la région. Et on a appris là que les massacres ont été extraordinairement sauvages. Et ils voulaient vraiment nous anéantir. Et d'ailleurs les plus cyniques disaient, bon, comme ça on aura la paix pendant 10 ans. Ce qu'ils faisaient, c'était vraiment, ils voulaient atteindre avant tout la jeunesse algérienne. Cette jeunesse qui levait la tête, ils la sentaient relever la tête. Et à Galma, par exemple, ils se présentaient avec des camions dans les domiciles. Ils prenaient, j'ai eu comme ça beaucoup de camarades d'école, beaucoup de jeunes que je connais très bien, qui avaient le même âge que moi à peu près, et beaucoup d'autres qui ont été ramassés et froidement exécutés par les milices. Alors ces milices, c'était naturellement des milices de colons, mais elles agissaient en rapport étroit avec l'armée. Ça a été vraiment la boucherie. D'autant plus que c'est allé très loin, c'est-à-dire on n'aurait jamais soupçonné tant de haine. Il est vrai que la haine a existé des deux côtés, mais je crois que là où elle a existé le plus, c'est du côté des colonialistes. Par exemple, quand on brûle un greffier qui avait 9 enfants à Kharrata, ils l'ont brûlé, ils l'ont aspergé d'essence et brûlé avec ses enfants. Bon, moi j'ai eu un parent qui a été tué avec sa femme enceinte. Là, justement, l'histoire de ce parent prouve qu'on ne pouvait même pas être neutre. Parce que ce parent-là, au fond, il était neutre, il n'était pas engagé politiquement. Lui, ce qui l'intéressait, c'était la pêche à la ligne. Il travaillait à l'école d'agriculture. Bon, il faisait très bien son travail et puis il allait à la pêche. Puis voilà. Bon, quand il y a eu des événements, quand la milice de Galma s'est formée, on est allé le prendre, on lui a dit voilà, prends un fusil, on va tuer les Arabes. Bon, lui, il a dit non, pourquoi je vais tuer les Arabes, il n'y a rien contre eux. Bon, ben à ce moment-là, on l'a immédiatement fusillé, sa femme l'a entendu tomber, elle est venue en criant, enceinte, ils l'ont tué, son fils, 10 ans, pareil, et c'était pareil, ça a été
Dans toute une région, ça a été ça, systématiquement. Voilà, Zoher, l'œuvre civilisationnelle. Donc, nous, on les invite, ou on invite ces personnes qui parlent de bienfaits du colonialisme, d'exploiter nos archives et de les montrer peut-être à la télévision française. Ça pourrait les aider à avoir une réelle vision sur ce qui s'est passé et sur l'histoire, Zoher. Amel, je pense que vous avez, pour finir, des clichés que vous voulez présenter à nos invités également. Oui, en fait, ce sont des photos qui sont conservées aujourd'hui à Genève, au CICR, c'est-à-dire au Comité international des croix et croissants rouges du monde. Et ce sont les photos de Germain Colladon. Et on parle de cette photo qui est complètement triste, c'est-à-dire lui il commente, il dit que je n'ai jamais vu de toute ma vie, en faisant la délégation au niveau de la Croix-Rouge, un peuple aussi malmené, qui vivait une misère incroyable, les enfants qui étaient très malades, les épidémies. Voilà encore une fois une image qui pourrait être reprise dans les télévisions françaises, pourquoi pas, parce que c'est une image qui a fait le tour du monde et qui symbolise l'errance du peuple algérien et de ce qu'a infligé la colonisation au peuple algérien depuis 1830, Zoher. Alors il y a eu aussi un mensonge sur les chiffres qui ont été avancés concernant les réfugiés. Quand la France coloniale parlait d'un chiffre qui oscillait entre 10 000 à 80 000 personnes. Le vrai chiffre est beaucoup plus important. Vous parliez d'ailleurs tout à l'heure, professeur Khayati, de plus de 200 000 personnes, si ce n'est plus. En Tunisie. En Tunisie, exactement. On parle de ce chiffre très important qui témoigne de la misère qu'avaient vécu ces populations fuyant la guerre, fuyant les exactions de l'armée coloniale française. Pourquoi encore une fois, pourquoi cette grande différence en matière de chiffres, toujours cette façon de minimiser l'impact de ce qui était le terrain à l'époque, notamment sur la question des réfugiés? Mais pour eux, c'est-à-dire qu'il faut considérer une chose. La base de l'idéologie colonialiste, c'est cette phrase de Jules Ferry, il nous appartient, nous, gens civilisés. D'écrire. Non, de civiliser ces sauvages. C'est-à-dire que l'œuvre civilisatrice telle que définie par Jules Ferry, à la fin du XIXe siècle, est considérée jusqu'à nos jours. La loi de 2005 comme la stratégie culturelle française. Qui parlait de l'œuvre civilisatrice qu'il fallait inscrire. Oui. Qu'il fallait inscrire dans la Constitution, c'est-à-dire dans le marbre de la Constitution, l'œuvre civilisatrice. Donc, cette idéologie, elle demeure vive, vivace. Et encore une fois, quitte à se répéter, il faut considérer une chose, c'est que sous nos yeux, aujourd'hui, sous les yeux de toutes les caméras du monde, on est en train de procéder exactement de la même manière qu'il a été procédé en 1830, par exemple, pour la colonisation de l'Algérie, pas très loin de chez nous. Au Proche-Orient, au Moyen-Orient, en Palestine, c'est exactement ce qui est en train de se passer. On a rasé un truc. C'est-à-dire cette politique de remplacement si chère à Zemmour, autre leader de l'opinion française et politique française, cette idée de grand remplacement, voilà ce qui s'est passé. N'oublions pas qu'il y a eu un grand remplacement dans les siècles précédents, le XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, aux États-Unis. C'est tout un continent qui a été, on a exterminé. N'oublions pas, et ce n'est pas uniquement aux États-Unis, Cortés en Amérique du Sud a fait exactement la même chose. Il y a un peuple, le peuple de la Terre de Feu, qui était un peuple entier, qui était une ethnie entière qui a été exterminée. Les Guanches aux Canaries, un peuple amazigh aux Canaries qui ont été exterminés. Oui. C'est-à-dire que... Et là, cette idéologie est de notre temps. Attention, elle est de notre temps. Moi, si vous permettez, je voudrais uniquement rappeler pour les photos qui ont été présentées. J'aimerais bien qu'on montre les photos de l'exil des populations de la Deuxième Guerre mondiale
et celle des réfugiés algériens. Et vous allez voir que celle des réfugiés algériens, où le problème s'est déroulé pratiquement 12-15 ans après, était dans une situation misérable. Pire que celle des populations d'Europe. Il faudra juste rappeler que les photos que vous avez pu découvrir avec Amin Besh ont été prises notamment par Germain Goladon et Georges Hoffman. C'est en tout près de 600 photos qui ont été prises. Maître Benbrahim, ce ne sont pas seulement des photos, ce sont des preuves qui ont permis aussi à ce que ces photographies donc prises ne se contentent pas de témoigner de la détresse des réfugiés, elles participent aussi à internationaliser une situation humanitaire catastrophique qu'avaient vécu les Algériens à l'époque. Au-delà de la guerre, il y a aussi la misère aux frontières. Oui, contrainte. On contraignait les Algériens à vivre dans la misère après leur avoir pris toutes les ressources nutritives. Donc c'est une contrainte. Oui, effectivement, vous savez que la photo, parfois, elle peut s'exprimer, une seule photo peut s'exprimer mieux que 1000 politiciens. Et donc, lorsque nous fabriquons nos dossiers, ces photos sont d'une très grande importance pour nous et on appelle ça les dossiers iconographiques. Parce que lorsque nous défendons ou lorsque nous nous présentons dans une conférence internationale, il y a certaines personnes ou certaines nationalités, certains intervenants qui ne comprennent pas du tout ce qui s'est passé en Algérie. Parce que toute cette période a été mise vraiment entre parenthèses par les systèmes politiques, les différents systèmes politiques français pour évidemment effacer leurs crimes contre l'humanité. Et donc ces dossiers, quand on les présente, on a un choc, on constate un choc dans la population. Et c'est à partir de là qu'on va titiller l'intérêt des chercheurs autres que les chercheurs français, parce que les chercheurs français également s'intéressent à ces questions, pour connaître ce qui s'est véritablement passé en Algérie. Et ces dernières années, on constate qu'il y a beaucoup de recherches sur la période coloniale française. Maintenant, la photo, comme je dis, elle s'exprime, mais elle reste vivante. On ne peut pas la dissoudre, l'effacer ou l'anéantir. Parce qu'elle va toujours venir pour rappeler les faits criminels d'un État criminel qui se dit État civilisationnel. Et humaniste. Donc je pense que la civilisation, ou la notion de civilisation, devrait être révisée dans une République française qui est divisée entre les humanistes et les descendants de criminels de guerre. Merci. Je vous laisse un dernier mot avant de clore cette émission, Monsieur Amazigh Boukhalifa. Je crois que rendre hommage encore une fois aux autorités et au peuple tunisien qui, à cette époque, malgré leur dénuement, malgré leur fragilité, malgré leur vulnérabilité, nous ont accueilli tous ces centaines, ces milliers de personnes et leur ont donné le peu qu'ils avaient, ils ont partagé avec eux le peu qu'ils avaient. Et je crois que il est bon de commémorer ce jour. Il est très bon pour nous. Merci. Merci Boukhalifa Amazigh. Professeur Khriati, je vous laisse également un dernier mot avant de clore Moi, je voudrais rendre hommage à ces visages d'enfants qu'on a vus sur quelques photos, sur quelques passages, et leur dire, s'ils sont encore vivants, que vos souffrances n'ont pas été inutiles, parce que l'Algérie aujourd'hui est libre et elle essaye, à travers justement ce souvenir mémoriel, de penser à vous et de vous transmettre justement beaucoup de signes de sympathie. Merci. Je rappelle mes invités justement qu'on a eu le plaisir d'avoir avec nous encore une fois sur ce plateau. Maître Fatma Zahra Benbrahim, avocate spécialisée dans le droit, dans l'histoire, professeur Mostafa Khriati, président de la Forum, également médecin, chercheur, auteur de plusieurs ouvrages, et puis Boukhalifa Amazigh, journaliste, scénariste spécialisé dans l'histoire de l'Algérie.
Merci à vous tous Merci à vous. d'avoir été avec nous sur ce plateau. Emel Nebech, Merci à vous. merci Emel Nebech pour votre travail de documentation de capsules que vous nous proposez à chaque fois pour étayer avec les preuves et avec les photographies parfois comme aujourd'hui pour étayer les propos que nous traitons dans nos émissions. Merci à vous. Merci à vous, Zoé. Merci beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Le Déshonneur. Le Déshonneur revient chaque vendredi, comme à l'accoutumée, en première partie de soirée à 21h. Très bonne soirée à tous.